Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel, la culture. La culture en Afrique, l'influence ou les influences culturelles occidentales en Afrique. Pour débattre de ce sujet important, nous avons à ma droite M. Robert Congo, journaliste correspondant en France du journal Les Potentiels, responsable rédactionnel à la radio Vaccin Val-de-Seine. Vous êtes docteur en sociologie, enseignant et chercheur enseignant à l'école IFASIC à Kinshasa. À ma gauche, nous avons Yasmina Lelou, journaliste au magazine L'Afrique, African Business. Vous avez plusieurs supports, vous travaillez avec plusieurs supports. Vous êtes enseignante à l'école supérieure du journalisme. J'ai la chance d'avoir des enseignants avec moi auxquels on peut débattre sur ces sujets ô combien importants. Bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour. Madame Yasmina, au niveau de la culture, l'Afrique avait sa culture. Aujourd'hui, avec les paraboles, le numérique, la culture africaine fout le camp, pardonnez-moi l'expression. Je dirais que ça remonte à avant même l'arrivée de la parabole, parce que bien sûr c'est peut-être plus visible, plus marqué, plus rapide comme comment dire, comme progression de l'influence occidentale en Afrique. Mais je pense que l'Afrique avait déjà commencé à s'occidentaliser bien avant la révolution numérique, Internet, la propagation des paraboles, etc. Alors, vous êtes d'origine du Maghreb, précisément du Sénégal, du Maroc, pardonnez-moi. Alors, au Maroc, on voit une forte influence. Il y a des paraboles dans chaque maison. Comment faire le mariage avec la culture arabo-musulmane et la culture occidentale? Alors, je dirais même qu'il y a même parfois plusieurs paraboles pour une seule maison, pour avoir vraiment ratissé large, et qu'elle est à double niveau, cette influence-là par la parabole, qui passe par la parabole, parce que d'un côté, c'est un besoin effectivement du téléspectateur marocain d'être informé de ce qui se passe dans le monde arabe, et donc il y a des chaînes arabes qui sont captés par la parabole, évidemment Al Jazeera, qui est une référence incontournable, mais également les chaînes... Al Arabiya, exactement, les chaînes aussi égyptiennes, libanaises, etc., que ce soit aussi bien d'information que de fiction, que de loisirs, que de divertissement. Donc ça passe par toutes ces formes-là. Et puis, parallèlement, il y a aussi cette connexion via les paraboles au monde occidental, parce qu'on a aussi accès à toutes les chaînes. Bon, comme le Maroc est un pays francophone historiquement, donc ça passe en premier lieu par les chaînes françaises, mais également par les chaînes anglaises qui sont de plus en plus aussi présentes. Voilà. Alors, bonjour Monsieur Robert Congo. Bonjour. Vous faites la navette entre Kinshasa et Paris, c'est laborieux. Dites-moi, que voyez-vous? Ce que vous voyez à Paris et ce que vous voyez en RDC. Alors, en réalité. Je vais d'abord répondre, c'est ce qu'a dit Yasmina, par rapport à la parabole, par rapport à la numérique. Votre question était, c'est peut-être à partir de la parabole ou... Non, je dirais que c'était déjà pendant la période coloniale. Tout est parti de la colonisation. On a subi une certaine influence très forte, et c'était le souhait des Occidentaux, en fait, des colonisateurs, changer ce peuple, comme quoi... Entre le noir et le blanc, c'est le blanc qui était le meilleur, le noir était mauvais. Il fallait écarter le noir pour mettre le blanc à la place. Ça a déjà commencé bien longtemps. La parabole, le numérique, c'est arrivé après, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai, qu'on le veuille ou pas, dans nos schèmes mentaux, on est quelque peu occidentalisé. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont commencé vers le 18e, 19e siècle, je dirais. Donc là, maintenant, ils continuent. Et malheureusement, il y a une certaine élite africaine qui a adopté encore ces schèmes de raisonnement, et on est à fond là-dedans. Donc, c'est pas étonnant aujourd'hui qu'on raisonne un peu à l'occidental. Ça, c'est fréquent, surtout l'élite. Alors, qu'on raisonne à l'occidental, quand on regarde l'influence culturelle de tout ce qu'on dit, la culture poubelle des États-Unis, vous ne craignez pas que cette culture africaine soit complètement, aujourd'hui, dans quelques années, ou 3-4 décennies, soit placée aux orties et puis oubliée?
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais également rebondir sur ce qu'a dit Robert. C'est-à-dire que, pour moi, le facteur premier de cette influence culturelle occidentale passe par la langue. Et donc, il y a une Afrique qui est anglophone, il y a une autre Afrique qui est lusophone, bien que plus réduite, et évidemment l'Afrique francophone. Et comment dire, le colonisateur, il a d'abord fédéré les peuples colonisés en mettant une langue unique qui s'opposait aux dialectes locaux qui sont innombrables. Donc, il y avait une manière de créer un langage commun qui était aussi celui du langage des médias, de la télévision, de la radio, de la musique, etc. Donc déjà, c'était un véhicule premier de cette culture-là, était le langage. Je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi je dis que le noir, c'est ce que nous avions comme valeur, notamment nos langues autochtones, et le blanc, c'était, en parlant, en rebondissant pardon, sur ce que vous dites là, le blanc, c'était la langue de l'occidental, du colon. Donc voilà, c'est ce que je vous ramène est bon, c'est ce que vous avez, c'est pas bon. La langue fait partie des valeurs, et ça c'est très important. Les valeurs, alors on parle de valeurs, la France veut retrouver sa place en Afrique, parce qu'elle commençait à partir ailleurs, voire surtout l'Afrique, l'Europe de l'Est. Et après mi-réflexion, on se rend compte qu'en l'an 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé, avec des milliards d'habitants, où on va parler, que 850 millions de personnes vont parler le français. Alors, par définition, la France revient vers l'Afrique. N'est-elle pas en retard par rapport à ce que le chinois font aujourd'hui? En Afrique du Sud, on apprend à l'école maintenant, vont instituer en 2016 que les Africains du Sud vont parler le chinois. Absolument. Je pense qu'il est indéniable de constater aujourd'hui, enfin le constat s'impose, c'est que la France est en perte de vitesse sur le continent. La France-Afrique, c'était la France-Afrique, c'était les générations de politiques antérieures. Mais aujourd'hui, il y a un essoufflement, il y a peut-être un déclin de cette influence française en Afrique qui est historiquement pourtant très ancienne et très ancrée, très forte, qui a vraiment marqué et qui continue pourtant bien que qu'il y a de manière moins, comment dire, moins visible, moins patente que par le passé, mais il y a des beaux restes, je dirais, de l'influence française en Afrique actuellement, mais il y a aussi un essoufflement français en Afrique. C'est vraiment incontestable. Mais alors, comment peut-on faire pour conserver, la question est là, c'est surtout conserver sa vraie culture? Parce qu'on voit, quand on regarde le matin quelque chose aux États-Unis, et l'après-midi, ça se trouve dans nos maisons. Les maisons sont, pardonnez-moi l'expression, sont violées culturellement. Et les soirs, les enfants se promènent pratiquement nus dans les rues, ne respectant plus leurs parents. Je n'irai pas jusqu'à dire violer, mais c'est vrai qu'il y a une intrusion. Elle est bien présente, cette culture. Mais disons que justement, je nuance ce terme parce qu'elle se fait de manière non violente. Elle est insidieuse, pernicieuse, elle se fait en douceur en fait. Elle passe par des séries de télévision, elle passe par des films que tout le monde va voir dans le monde entier. Un même film américain va être vu et de plus en plus même en langue anglaise originale, en version originale. Il n'y a même plus besoin de passer par une traduction. Comme avec la mondialisation, tout le monde se met à l'anglais. Vous disiez aussi qu'on se met au chinois. Ça aussi, c'est un facteur enfin, une conséquence de la mondialisation. Mais disons que comment le résister, si tant est qu'on veuille résister? Parce que finalement, d'un côté, on reste attaché, je pense, à nos traditions, à nos origines, à nos racines dans le continent africain, mais en même temps, on a envie de modernité. On tend à ça, donc il y a ce double mouvement-là, et on est un peu tiraillé, parfois même déchiré, mais je pense que l'Africain, je parle de manière globale, oui, aussi bien de l'Africain du Nord que le subsaharien, ont réussi quand même, dans une certaine mesure, à harmoniser les deux, c'est-à-dire leur culture historique, leurs racines, leur religion, leurs traditions, leurs us et coutumes, leurs mœurs, avec une certaine entrée dans la modernité malgré tout, bien qu'il y ait aussi un effet, comment dire,
de décalage, parce que ça passe aussi par le développement économique, pas seulement culturel. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'opposer les deux. Je pense qu'il y a une manière de trouver une sorte de troisième voie qui arrive à concilier et la culture traditionnelle africaine et la culture occidentale. Où est le problème? Où est la frontière de la vérité? Quelle est la solution? Puisque le virus Ebola est le problème actuel du continent africain. Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Comment a-t-il été créé le groupe extrémiste de Boko Haram? Quel est le nouveau colonialisme en Afrique? Est-ce que le racisme est terminé après l'apartheid? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Quelle est la solution? Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Chers téléspectateurs, barakatuh. vous qui venez de nous joindre dans notre émission La Gnose de l'imam Khomeini, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et il est le livre divin universel. Ainsi, en son existence distinctive, en considérant la multiplicité, il est Furqan, l'homme universel, distinction, critère distinctif. Al-Fayzul Aqdas, l'émanation sanctissime. Sanctissime, pourquoi? Parce que il n'y a rien d'autre que Dieu qui intervient. Je lirai certains passages que j'avais écrits donc, dans ma thèse, qui a été publiée, comme vous l'avez rappelé, sous le nom de l'imam Khomeini, un gnostique méconnu du XXe siècle, pour citer des passages précis de l'imam Khomeini. Chez nous, en parlant de l'Afrique justement, on nous a élagué d'une bonne partie de notre culture. Et ça, je pense que si l'Afrique connaît des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il manque des références. Surtout en parlant de l'Afrique subsaharienne, nous manquons des références. Et ces références-là, ce n'est pas en Occident qu'on va le trouver. Parce que l'Occident, c'est riche en modèles, que ce soit les Américains ou les Européens. C'est pas la panacée. C'est riche en modèles. Or, ils ne sont pas des modèles. Ouais. Nous avions nos valeurs. Et ces valeurs-là, on les a perdues. Comment sortir de là? Il faut que l'Africain se retrouve. Il faut que l'Africain retrouve ses racines. Je viens d'où? Qui suis-je? Où je vais? Tant qu'on ne répondra pas à ces trois questions, on va continuer à tourner en rond. Le beau discours de dire qu'on va prendre de l'occidental, on va prendre de l'africanité pour faire ensemble. Oui, c'est vrai, c'est bien, parce qu'on ne va pas faire marche arrière d'il y a 3, 4, 5 siècles. Non, c'est pas possible. On va essayer de faire ce métissage-là. Mais ce métissage-là avec comme sous-bassement les valeurs africaines. Et ça, c'est très important, Yasmina. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que nous avions nos valeurs. On parle de vêtements, on parle des Américains qui s'habillent maintenant avec des pantalons jusqu'à faire voir, voilà. Et nos enfants en Afrique, ils ont copié bêtement. Or ça, c'est des codes. Est-ce qu'ils savent ce que ça signifie? La prison, etc. Ils ne savent la pas. révolte, etc. Ils ne savent pas. Voilà. La révolte, ils ne savent pas ce que ça signifie. Mais ils adoptent parce que, c'est la mode. Parce que j'ai vu l'Américain. Parce que j'ai vu le tel star. Non. Le garçon maintenant qui se trouve les oreilles. Pourquoi? Ils savent pas ce que ça signifie. Le piercing que j'allais aborder. Ils savent pas ce que ça signifie. Ils savent pas. Alors on a constaté quelque chose. Je crois que ça arrange aussi comme on appelle nos dirigeants, les dirigeants africains, qui, au demeurant, regardent ça avec mépris à des lois en disant que voilà, écoutez, laissez-le s'embarquer dans cette... Mais ça arrange tout le monde. Mais c'est voulu et entretenu. C'est bien. Laissez-les s'occuper de ça et nous, on s'occupe du reste. Le plus intéressant pour nous, nous avons notre pouvoir, nous sommes là, on mange, eux, on s'en fout. Regardez la télé, regardez les séries américaines, regardez les séries occidentales, regardez tout ce que vous voulez. Mais la politique, n'y touchez pas. Parce que nous nous en occupons. Voilà. Alors, pourquoi on n'en instaure pas au niveau de l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire
les principes fondamentaux de l'enseignement de la vraie culture africaine. Dans les écoles aujourd'hui, on nous donne du latin, on nous donne un peu de l'espagnol, notre langue, ou l'afrikaner, ou tout ça, la vraie langue africaine, Swahili ou les Congo, on ne le voit nulle part. Comment voyez-vous cela? Est-ce que on est nous-mêmes responsables de notre déliquescence? Alors, culturel, hein, j'ai utilisé des termes un peu durs. Je trouve que vous noircissez le tableau un petit peu, Robert, parce que moi je constate que depuis quelques années, j'irais même jusqu'à dire que c'est l'Afrique qui... vous parliez de la mode, le piercing, le jean, etc. Mais je suis allée en Afrique, dans plusieurs pays... À Lubumbashi même, vous êtes allée d'ailleurs? Oui, je suis allée à Lubumbashi, en RDC, je suis allée au Sénégal, je suis allée en Mauritanie, donc... j'ai remarqué qu'effectivement, il y a la jeunesse est en jean, en t-shirt, mais aussi il y a une présence qui est quand même bien visible et bien forte des tenues traditionnelles, les boubous, etc. C'est vraiment le wax. D'ailleurs, en parlant de ça, le wax cette année est devenu très tendance en Occident. La mode, les grands couturiers occidentaux, entre guillemets, se sont inspirés des motifs africains. Et donc, finalement... Non. Vous allez peut-être répondre. Vous allez répondre, laissez... Madame, terminer le son. Donc ça, c'est pour ce qui est de la mode. Mais aussi, le fait qu'on suive la mode sans se poser de questions, sans esprit critique, de manière aveugle et bête, c'est un fait qui est universel. En France aussi, la jeunesse, elle suit aveuglément et bêtement la mode. Parfois sans comprendre les codes. Mais dit-on, la France n'a plus de culture. Enfin, la France, je parle de l'Espagne, je parle de l'Angleterre, des États. L'Europe n'a plus de culture. Voilà, le piercing, les tatouages, etc. Je ne veux pas non plus paraître réactionnaire et rétrograde, mais c'est un fait que tout le monde suit la mode aveuglément, mais il faut bien que jeunesse se passe. Donc, il y a quand même une influence qui se fait, mais elle est vraiment pas propre à l'Afrique, elle est propre au monde entier. Et deuxièmement, par rapport au langage, je crois que c'était le président poète Léopold Sédar Senghor qui disait que le français c'est la langue ou le langage accidentel. C'est-à-dire que on en a hérité à travers l'histoire de manière un petit peu contingente. Bon, mais qu'est-ce qu'on en a fait de cette langue-là? On se l'est réappropriée. Quel plus bel exemple justement que Senghor, qui a fait des poésies magnifiques avec la langue du colonisateur. Mais c'était pour raconter une histoire qui est sénégalaise. Qui est la sienne. Qui est la sienne. Donc finalement, le langage... Effectivement, il a été imposé, mais après, on peut se le réapproprier pour raconter notre propre histoire et puis pour en faire une création nouvelle. La métisser, justement, cette langue. Vous parliez de métissage culturel et aussi linguistique. Alors, on peut observer lors des dîners ou des grands-messes, enfin, où les gens se rencontrent, c'est pour être vraiment la vraie élite, dans une soirée élitiste, il faut d'aimer... occidentaux, tout ça, etc., en laissant de côté et nommer, vous le vivez au niveau culinaire, vous vivez cette situation. Comment voyez-vous cette situation? Non, mais je pense que ça oui, c'était comme ça. Là, par contre, là, je suis d'accord avec Yasmina. Ça évolue, là. Ça évolue. Alors, parce que j'ai assisté à une, enfin, on va dire, à une réunion ou une conférence à Kinshasa, où après, il y a des agapes, mais les agapes, c'était vraiment des mets africain, hein, complètement africain, et de la gastronomie congolaise. Donc, c'était bien. Là, il y a une... Bon, maintenant, il y a c'est une exception. Non, je pense que même ici, hein, même ici en France, on voit maintenant que dans des cérémonies, mariage, baptême, maintenant, c'est des mets traditionnels. Est-ce qu'on peut comprendre, aujourd'hui, voir une jeune fille se colorer le visage, devenir, enfin, avec des codes d'ici, c'est décaper la peau, et aussi en mettant de mèches qui viennent d'ailleurs. C'est un complexe. C'est un complexe, c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre, c'est un complexe. Comment on peut traduire ça comme un complexe? Le noir représente... C'est réducteur de dire que c'est complexe. C'est un complexe d'infériorité parce que le noir représente l'impureté et la couleur blanche représente la pureté. C'est un complexe, simplement. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, c'est bien ancré, ça, malheureusement. Alors comment c'est bien ancré dans l'inconscient collectif africain, cette idée-là qu'il y a des produits, effectivement, d'ailleurs, pour se blanchir la peau, qui sont un vrai problème de société, parce qu'ils sont vendus en grande quantité et ils provoquent des dégâts dermatologiques qui sont avérés. Et pourtant, on continue de les vendre, on continue de les commercialiser. Avec les hydroquinone, tous ces produits, tout ça, voilà. Oui, mais alors, vous dites que c'est la mode, ça vient des États-Unis, avec Noël
Campbell, tout ça, voilà, de codes qui montrent que voilà, c'est ça la vraie beauté, tout ça. Vous ne pensez pas qu'il y a un responsable quelque part par rapport à tout cela? Un responsable, c'est difficile de désigner un responsable, un bouc émissaire ou un responsable. Oui, à mon avis, les responsabilités sont largement partagées de part et d'autre. Et puis aussi, il y a plusieurs acteurs de cette acculturation ou déculturation, je ne sais pas comment dire, mais moi, je vais prendre un exemple qui m'est proche, celui du Maroc. Je disais qu'on arrive à concilier les deux, c'est-à-dire que pour les événements importants, les mariages, les baptêmes, les enterrements, les grands moments clés d'une vie, on revient très fortement à la tradition. On revient à la religion musulmane, on revient à la langue, on revient aux vêtements. On revient dans un mariage marocain traditionnel. Vous allez avoir un orchestre de musique arabe, andalouse, bref. Vous allez avoir les femmes qui sont habillées en caftan, en tenue traditionnelle. Vous allez avoir avec les henné travaillés. Oui, le henné. Également, la mariée, évidemment, va être vêtue dans la plus pure tradition, maquillée dans la plus pure tradition, portée dans la plus pure des traditions. Mais le buffet également, ou le buffet ou le banquet ou le dîner, c'est pas forcément sous forme de buffet, mais en tout cas, ce seront des plats traditionnels typiques. Vous aurez du couscous, vous aurez du méchoui, vous aurez de la pastilla, vous aurez vraiment des tagines, etc. Des tagines, mais en parallèle, quand une famille marocaine a envie de donner une réception pour faire la fête, là, ça va être sur le modèle occidental intégral. Comment on peut imaginer quand on va dans des enterrements aujourd'hui en Afrique, on voit des gens avec le catafalque, tout ça, modernisé, tout ça, etc., avec la musique à fond, la culture, la façon dont de pleureuses ne sont plus là. De vraies pleureuses qui a rencontré l'histoire, en fait, des mortes, etc. Ça n'existe plus maintenant. Qui racontait les histoires, justement, de la personne décédée, raconter son histoire en pleurant. Bon, voilà, on est rentré dans un système où maintenant, tout est devenu, j'aime pas trop ces mots-là, moderne par rapport à quoi? Parce qu'on ne pleure pas tous de la même façon. On a copié, et on copie bêtement. À l'époque, déjà, les enfants, on n'assistait même pas à une cérémonie de deuil. Mais nous, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un est décédé, on ne peut même pas. On ne pouvait même pas s'approcher. Aujourd'hui, le mort est devenu où même les enfants ils viennent, ils regardent à quoi ça ressemble. Ça sert. Mais c'est justement. Et profaner d'ailleurs, profaner aussi l'endroit aussi. Oui, c'est pourquoi. Avec de pratiques qui ne sont. C'est pourquoi je dis, nous avons perdu beaucoup, parce qu'avec un mort, on pouvait raconter son histoire. Et les gens comprenaient, et même quand les femmes chantaient, ils chantaient. Il y a des choses que, même moi, personnellement, je ne maîtrise pas, mais ceux qui maîtrisent facilement ce genre de langage, ils peuvent facilement dire, voilà, on est en train de dire ça par rapport à ça, par rapport... Aujourd'hui, c'est le plus ça. Maintenant, c'est des femmes bien habillées, c'est des hommes en costume, en cravate. Et ils viennent chercher, draguer, pardonnez-moi l'expression, chercher les hommes de mariage. Le mort n'est plus respecté. Tout ça, on ne sait pas. Vous parliez tout à l'heure, Roger Bongos, de langue. Mais toujours, on va revenir sur le mot complexe. À Inalco, ils apprennent le Swahili, ils apprennent le Lingala, ils apprennent d'autres langues. Et pourquoi chez nous en Afrique, il faudrait expliquer Inalco, c'est quoi? Institut national de langue, je crois, Institut national de langue... Civilisation orientale, voilà. Ils apprennent le Lingala, le Swahili et d'autres langues. Mais pourquoi en Afrique, on ne va pas enseigner ces mêmes langues-là? Ce que je disais d'ailleurs au niveau de l'enseignement, au niveau du programme. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Jusque-là, on comprend pas. On n'est pas encore au niveau vraiment du métissage dans tout le domaine. On est en train de bricoler, mais on est toujours en train de subir. Alors, quand on subit, on est en train de subir autre chose aussi en Afrique, entre Africains. On voit avec le Nollywood, vous voyez le cinéma nigérien, Nollywood, qui débarque en fait en Afrique, qui inonde le marché africain, mais avec une certaine médiocrité. Et cette médiocrité rentre dans des familles.
et les gens appliquent automatiquement la médiocrité, insulter les maris, tout ça, etc., enfin des choses qui n'existaient pas auparavant. Comment voyez-vous, vous allez terminer avec ça, comment voyez-vous tout cela? Parce qu'on ne peut pas transposer une culture sur sa vraie culture. Alors, je pense que... Le cinéma, je ne sais pas, le vrai cinéma, des séries B, des cinémas, en fait... C'est-à-dire que... de mauvais goût, en fait, si on veut. Oui, alors on peut faire le parallèle aussi avec Bollywood, évidemment, en Inde, mais aussi j'allais en parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de Bollywood en Afrique, d'ailleurs. Et les telenovelas brésiliennes ou en Amérique du Sud, qui sont aussi... C'est-à-dire que le contenu est le même. Mais les dégâts, pas le même, les dégâts. Oui, peut-être, probablement d'ailleurs. Vous avez raison, Roger, effectivement. Je pense qu'il y a aussi une distanciation qui est peut-être à prendre, mais justement, c'est ce que j'allais dire en rebondissant sur ce que vous disiez, Robert. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, vous posiez la question des responsables. Je pense qu'aussi les responsabilités ne sont pas imputables à l'Occident. En tout cas, pas seulement, parce qu'il y a aussi une promotion, une valorisation à faire dans les pays africains, au Congo justement, pour revaloriser le Swahili, le Lingala, etc., dans les écoles, pour peut-être promouvoir l'enseignement, pour peut-être... comment dire, améliorer l'image auprès de cette jeunesse, de l'enfance même, puisque ça commence dès l'enfance, l'apprentissage de la langue. Peut-être qu'il y a un travail de rééducation à faire, de réforme de l'enseignement par rapport à ça. Et le Nollywood, on a quand même souvent présenté, et on continue de le faire, présenter l'industrie cinématographique nigériane comme une réussite, un succès, au niveau économique quand même. Donc peut-être que les clichés, les codes, les valeurs... Ça fait 5 milliards, hein, j'ai les chiffres, 5 milliards. Ça a quand même permis au pays de respirer beaucoup. Ça crée de l'emploi, ça crée des vocations d'acteurs, etc. Donc... peut-être qu'il y a un travail à faire sur le contenu pour promouvoir des valeurs, mais comment dire, il faudrait déjà qu'on soit nous-mêmes en accord avec les valeurs que l'on veut véhiculer. Mais je pense qu'on est déchiré, on est plein de contradictions. Donc comment... il y a encore un travail de maturation à faire. Je pense que ça peut prendre une génération une génération ou deux. Alors, quand on parle de génération ou deux, une génération 20 ans, deux générations 40 ans. Donc, il faut attendre au moins... demi-siècle pour qu'on puisse s'en sortir de tous ces marasmes. Enfin, je ne sais pas si c'est la vraie culture qu'on veut adopter, la culture, ce qu'on peut dire intégrale mondialement. On dit on se trouve dans un petit village, le monde est un petit village aujourd'hui. Oui. C'est ce qu'on veut aujourd'hui et on est obligé d'y aller. Non, c'est-à-dire, je suis d'accord avec Yasmina, alors aussi dit que parce que nous sommes dans ce qu'ils appellent aujourd'hui mondialisation. Ouais. On ne va pas dire que voilà, il faut carrément rejeter c'est ce que l'autre nous a inculqué. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas non plus, moi là où je ne suis pas d'accord, c'est il ne faut pas que l'Africain rejette ses valeurs. Il faut que ces valeurs soient le socle de sa culture. C'est-à-dire, j'ai mes valeurs que je dois respecter. Maintenant, il y a des apports qui viennent de l'extérieur que je dois intégrer. Mais or, nous faisons l'inverse. On prend la culture occidentale comme du soubassement de notre culture et après on dit, ah oui, chez nous ça se passe comme ça, je peux prendre ça. Je peux... Non, c'est l'inverse justement qu'il faut faire. Mais on n'y peut rien. On ne peut pas rejeter en bloc la culture occidentale. C'est loupé, là c'est fini. C'est loupé, mais quand on voit au niveau de tatouage, on le voit à Paris aujourd'hui, dans le monde, ça commençait dans les prisons, toujours au niveau de prison, ça revient. Ça commençait même loin au niveau africain. On le voit au Maroc, les femmes qui étaient tatouées au niveau de leur visage. Oui. Alors, comment on peut dire, est-ce que c'est une culture africaine empruntée par les Occidentaux et puis renvoyée d'une autre façon en Afrique? Vous allez terminer avec ça, d'ailleurs. Ah oui, alors le tatouage berbère que les femmes marocaines ont là, il a vraiment une tradition qui est multiséculaire et qui remonte à l'origine de ce peuple, donc qui n'a absolument aucune connotation occidentale. C'est vraiment rien à voir. C'était vraiment antérieur même à cette mode-là occidentale. Et pour juste finir, je trouve votre réflexion très très intéressante et pertinente, Robert, c'est il faut inverser. C'est-à-dire se réapproprier, enfin défendre nos valeurs et choisir de manière sélective ce qu'on veut bien recevoir de l'Occident. Est-ce qu'on a la possibilité, sélectivement, intellectuellement, de dire, voilà, moi, intellectuellement, et je suis assez mûr pour pouvoir justement, le faire. C'est ce que je disais, c'est le travail de l'éducation. C'est le travail d'éducation. C'est à l'école que tu dois commencer. Voilà, tout à fait. Dès l'école primaire. Et puis aussi à la maison. Et à la maison.
Les parents. Moi, je suis d'accord. À la maison, je vais terminer et les grands-parents. Et ça, moi, je vais finir justement sur ça. Terminez. On dit toujours le fameux dicton africain, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est ça que j'allais dire aussi. Et donc voilà, c'est les grands-parents qui sont aussi les vecteurs de ça. Les parents. Pour terminer avec ça, il y a des missions de parents aujourd'hui. Les parents sont occupés à aller chercher l'argent, à ramener un peu quelque chose pour bouillir la marmite. À l'arrivée, les enfants sont livrés dans des situations beaucoup plus désagréables. À minuit, il y a des films pornographiques qu'on voit projetés pas à eux-mêmes, pas livrés à eux-mêmes sur autre chose. Il y a des films à 1h du matin, le papa fatigué laisse son enfant à 1h du matin. À 22h, à Kinshasa, on a eu des films pornographiques. Alors, vous allez terminer avec ça. Oui. C'est ce qu'il dit. Alors, vous croyez que c'est une vraie culture? Une fille de 6 ans dit, ah tiens, moi, 8 ans, ah tiens, moi, je te préfère toi. Roger. On le sait bien, cette histoire. Souviens-toi. Est-ce que c'est voulu pour qu'on puisse lorsque nous avions 8 ans, 9 ans, 10 ans, on pouvait rester devant la télévision jusqu'à 22h, 23h? Non, il me semble voilà. Pas du tout. Donc voilà, maintenant, il faut dire à ces enfants qu'à une certaine heure, c'est fini la télé, maintenant, il faut aller dormir. Alors, la pornographie. C'est une question d'éducation. C'est terrible en Afrique aujourd'hui. On nous balance à 22h. Hein, le phénomène est mondial, Roger. Mondial? Et oui, il est mondial. C'est-à-dire qu'il y a une invasion. Là, pour le coup, on peut utiliser le terme violet. Il y a une violation des foyers par le porno qui passe. On n'a pas besoin d'attendre 1h du matin. Internet, c'est 24/24, le porno à disposition. Donc, sur son portable. Sur son portable, sur son ordinateur, son téléphone, avec Internet, c'est bon. C'est voulu. C'est travaillé. Alors ça, je ne vais pas crier. Alors, des multinationales de l'industrie pornographique, aujourd'hui, se frottent les mains, ils disent que voilà, tout va bien, ça marche bien, on termine. Mais c'est vrai qu'il y a c'est toujours une question d'appât du gain, effectivement. C'est une question de gros sous. Voilà. On gagne, on fait les affaires. Il faut des affaires. Ça passe, ça marche. Puis voilà. Pour partir en 10 secondes, à 10 secondes. Disons que moi je suis contente de voir qu'effectivement l'Afrique se défend face à ça et qu'aujourd'hui aussi l'Afrique elle est de plus en plus elle influence le monde. Justement, je prenais l'exemple de la mode, des tissus, du wax, etc. Mais la musique aussi africaine, elle est Angélique Kidjo, par exemple, qui a eu un deuxième Grammy Awards il y a quelques mois, etc. Qui va beaucoup plus que Johnny Hallyday, d'ailleurs. Oui, donc je veux dire que ça marche dans les deux sens. L'Afrique aussi a son mot à dire dans l'influence. Alors, vous terminez avec ça rapidement, mais 2 secondes. Je pense que l'Afrique doit retrouver ses racines, doit retrouver ses valeurs. C'est comme cela qu'elle va se développer. Tant qu'on sera là pour copier ce que fait l'Occident, bêtement, servilement, on restera sur le même point. Même point, voilà. Donc l'Afrique doit retrouver ses racines, comme on dit. Je reprends en fait la conclusion de mon ami Robert Congo. Alors je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Merci.